Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Bonsoir Quentin. Bonsoir Félix. Merci beaucoup d'être là ce soir pour cette interview. Avec plaisir. Ce soir, nous allons repasser un peu sur ton parcours. Qui es-tu ? Qui étais-tu ? Qui es-tu aujourd'hui ? Comment s'est passée la formation ? Et je commence toujours ces petites interviews par... Tu as fait THP il y a 3 ans maintenant, pile poil. Joyeux anniversaire THP. Tu étais qui il y a un peu plus de 3 ans avant de faire la formation ? Tu avais quel âge ? Où étais-tu dans ta vie ? Alors j'étais sur Paris, j'avais 24-25 ans. Je sortais tout juste en fait de mon premier emploi, dans lequel j'étais resté 2 ans et demi. Et Quel emploi ? J'ai travaillé chez donc une entreprise qui s'appelait BNB Sitter, qui travaillait dans de la conciergerie Airbnb. Donc j'étais gros hacker chez eux pendant 2 ans et demi. Gros hacker ? Ouais, gros hacker. Donc, Qu'est-ce que ce métier ? Alors moi j'aime bien dire dans la présentation, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est quelqu'un qui va faire du marketing avec de la tech. Voilà, moi j'aime bien présenter ça comme ça. Mais derrière en fait c'est faire du marketing en fait via voilà, des expérimentations. Donc c'est expérimenter, prendre des risques pour trouver les nouvelles opportunités, les nouveaux leviers de croissance en fait pour une boîte. Voilà. D'accord. Et donc avec de la tech, donc ça veut dire que tu codais un peu ? Je bidouillais, je vais pas appeler ça coder. Et justement, j'avais fait THP pour sortir de toute cette bidouille. Donc en fait, j'ai beaucoup bidouillé pendant 3 ans. En fait, je suis sorti d'un MBA en marketing digital à l'Institut Léonard de Vinci, le MBA MCI. Et en sortant de là, en fait, moi, j'ai lancé un site e-commerce, en fait, avec un copain à moi. On voulait tester nos compétences un peu plus sur le terrain. Donc on a mis 3 000 € chacun. On a lancé notre site, on a lancé notre marque de lunettes de lunettes de soleil en bambou. Et donc en même temps qu'on a lancé ça, moi j'ai commencé en fait mon travail chez BNB Sitter par un stage d'abord. Ensuite j'ai été mis en CDI. Donc ça c'était en gros, tout ça s'est passé sur 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Et donc du coup forcément créer un site from scratch avec un WordPress. Donc commencer à bidouiller de l'HTML, du CSS, un petit peu de PHP, mais voilà, de la bidouille. Mais en tout cas ça marchait, c'était l'essentiel. Et du coup, pareil, en fait, dans mon expérience chez BNB Sitter, du marketing, tout le temps un petit peu de bidouille, tout le temps, en fait, cet intérêt un petit peu geek au fond de moi, en fait, de comment ça marche un ordinateur, comment ça marche un site vraiment, comment ça marche une base de données. Et du coup, en sortant de BNB Sitter, j'avais déjà commencé à garder pour me former. Et du coup, THP, en fait, la session commençait une semaine après, en fait, ma sortie de chez BNB Sitter. Donc, le je me suis timing inscrit, optimal. Le timing était parfait, pas le temps de souffler, pas le temps de profiter du chômage, quoi que ce soit. On enchaîne direct avec la formation. Et c'était vachement bien parce que du coup, le rythme était différent, intense. Voilà, c'était pour en parler un petit peu plus après, mais ouais. Eh bien, tiens, donc tu as commencé THP une semaine après ton taf. Ça s'est passé comment, la formation ? Et très bien. Du coup, c'était 3 mois. Donc moi, je l'ai fait avec une amie à moi qui s'appelle Alexandra et qui travaillait chez moi en fait avec BNB Sitter. C'est moi qui l'ai entraîné à faire ce bootcamp. Ah, trop cool. Donc vous êtes inscrits à 2. On s'est inscrit à 2, ouais, exactement. Plutôt, moi, je me suis inscrit, puis je l'ai attrapé. Je dis, allez, viens. Et du coup, elle s'est inscrite. Et maintenant, elle est développeur, donc full time. Donc voilà, c'est son métier. Donc elle a continué là-dedans. Donc voilà, un petit peu grâce à moi, quelque part. On lui fera un petit bonjour. Et c'est vrai qu'Alexandra était brillante en code. Voilà. Toujours brillante, d'ailleurs. Oui, encore plus maintenant. Et donc, on s'est inscrit à 2. Et donc, voilà, c'était après trouver un groupe de travail. Voilà, il y avait... on était 5, 6. Il y avait des personnes, il y avait particulièrement une personne qui avait beaucoup marqué, Ahmed, donc un chauffeur de taxi en fait qui faisait une reconversion. Je sais pas trop ce qu'il est devenu d'ailleurs, parce que j'ai plus trop de nouvelles, mais il est devenu développeur. Et voilà, parfait. Et il a réussi sa reconversion. Bravo. Bonjour Ahmed d'ailleurs, si tu nous entends. Génial. Ok, bonjour Ahmed, grand plaisir pour te revoir un jour. Et donc du coup, gros groupe de travail. Donc c'était 3 semaines très intenses, nouvelle
un nouvel type d'apprentissage, voilà, pour quelqu'un qui sort d'école de commerce avec certains ateliers, certaines méthodologies de travail. Là, c'était vraiment s'habiter son couteau. Toute la journée, en fait, on travaillait, des fois jusqu'à 22, 23 heures le soir sans trop se poser de questions. Ah oui, c'est assez intense. Ouais, c'était très intense. Même des fois, en fait, on se regardait tous à 17h, on disait mais en fait on n'a pas mangé ce midi, ça nous est arrivé plusieurs fois aussi en groupe pendant la journée. C'est important de manger. Ouais, c'est important de manger, pensez à manger. Et manger sainement. Ne mangez sainement. pas des pizzas et des kebabs. Exactement. La tentation est grande, mais il faut un esprit sain dans un corps sain, comme dirait... Exactement, ouais. Donc c'était une certaine organisation, ouais. Mine de rien, parce qu'après on travaillait chacun on se retrouvait dans un appartement, donc des fois aussi chez moi, donc chacun ramenait un peu sa popote, on avait quand même des bons moments ensemble, quoi. C'était vraiment des liens, c'était très très fort pendant 3 mois en fait, tous ensemble, faire tous les exos, etc. Tout le monde était venu avec des raisons différentes. Moi j'étais venu parce que vraiment j'avais vraiment envie de sortir de la bidouille. Alexandra était venue parce que moi je l'avais tiré là-dedans, puis potentiellement en fait elle était un peu curieuse de ce que c'était. Il y avait Selma qui était arrivée là complètement par hasard, parce qu'en fait je pense qu'elle avait peut-être juste 3 mois à perdre, je sais plus. Ahmed qui était vraiment aussi envie de faire une reconversion. Il y avait plein de typologies de personnes, et pas que dans mon groupe, dans les autres aussi. Donc c'était vraiment une grosse petite famille pendant 3 mois où tout le monde était vachement bienveillant, et tout le monde voulait bien faire et voulait aller au bout, parce que c'était vraiment pas facile, quoi. C'était assez intensif, et il me semble que dans cette promo vous vous retrouvez pas mal aussi à la recyclerie, non ? Ouais, exactement, ouais, recyclerie, donc de temps en temps pendant les journées c'était évidemment plutôt des petits groupes, ensuite à la recyclerie, donc là on était facilement jusqu'à 20, 30 en fait à la recyclerie, donc là c'était presque dur de travailler, parce que du coup c'était beaucoup de déconnes, et des bières. Il y a des bières en fin de journée évidemment pour la récompense, donc voilà, c'était on prévoyait un peu nos journées à la recyclerie en fonction des journées, qu'on disait oula ça va être une grosse journée, on va pas falloir y aller, peut-être plutôt une petite journée demain, on peut peut-être se retrouver à faire quelque chose de sympa. En plus c'était pendant les mois de mai et juin, donc en fait il faisait beau, à la recyclerie il y a des beaux jardins dehors en fait, donc on pouvait vraiment en profiter, c'était vraiment génial. Donc t'as fait 3 mois de code, ça s'est plutôt bien passé. Et après la formation, t'as fait quoi ? Du coup, après la formation, en fait, je me suis posé la question, justement, parce que moi, j'étais vraiment rentré dedans pour sortir de la bidouille. Je m'étais posé la question, ok, est-ce que je veux devenir développeur ? Est-ce que je vais faire ça tout le temps, etc. J'aime bien le marketing, ce côté gros hacker. J'étais venu aussi pour avoir plus de technique là-dessus. Donc du coup, en fait, après d'ailleurs, j'ai retrouvé un emploi, et d'ailleurs, en fait, le côté en fait de savoir coder, ce côté technique, en fait, m'a aidé vraiment, je pense, vraiment à récupérer cet emploi-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des demandes en fait de l'employeur, hein, qui s'appelait Apital d'ailleurs. Donc mon ancienne boîte que j'ai quittée en fait en fin d'année 2020. Donc tout récent en fait. Parce qu'en fait il y avait beaucoup de travail à faire en fait avec l'équipe technique, l'équipe produit, et du coup en fait avoir quelqu'un en fait qui était tech enable, comme on était bien de le dire, en fait ça facilite beaucoup les discussions, parce que d'un côté en fait il y avait un vrai besoin d'avoir un pont entre les équipes en fait non tech et les équipes tech, et en fait ce genre de profils sont très rares en entreprise, et du coup le fait d'avoir une passerelle comme ça, en fait, en tout cas moi pendant mes 2 ans chez Apital, m'a beaucoup aidé dans tous mes projets et dans plein d'autres projets, en fait, d'avoir des passerelles pas pour faire le traducteur, parce que les gens se comprennent, mais des fois pour faciliter les choses, effectivement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup facilité les choses. Ouais, j'ai un peu l'impression que dans la plupart des entreprises, il y a vraiment clairement une distinction entre l'équipe technique et les autres. Ouais. Et le fait de faire le pont, c'est l'un des rares postes où on est un peu hybride. Ouais, exactement. Ouais. C'est du profil, souvent on les retrouve dans les équipes produits, en tout cas en start-up, parce que c'est vraiment du coup eux qui doivent mettre en place genre un peu la vision marketing, et ensuite le dire aux équipes tech comment faire. Mais même donc c'est pour ça que peut-être beaucoup de products qui sont peut-être intéressés par le coding. Enfin, souvent on retrouve ce genre de profil en fait dans les bootcamps de code. En tout cas, c'est mon impression. Moi, j'en fais partie aussi dans les équipes marketing pures. Les profils de gros hackers, souvent, ouais, c'est des mecs qui sont et des filles d'ailleurs qui sont tech enable et qui font ces passerelles-là. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de situations encore en entreprise où on voit en fait les équipes marketing ont des besoins, des demandes, qui vont voir potentiellement la tech, mais du coup qui savent pas exactement comment bien l'expliquer, donc du coup ça fait encore plus d'aller-retour pour que tout le monde se comprenne bien. Donc déjà là on peut gagner beaucoup de temps en fait si y a une bonne passerelle en fait entre les deux mondes. Et après aussi ce qui a beaucoup servi, et pas que chez Apital mais dans plein d'autres expériences pro que j'ai pu faire autres. Du coup, je suis en freelance, je donne des cours, etc. Donc, j'ai pu voir aussi dans ce monde-là à quoi ça servait. C'est vraiment, en équipe marketing, en fait, s'il y a quelqu'un de tech qui est dedans, en fait, il va avoir des besoins ou des choses à faire que quelqu'un qui n'est pas tech ne va pas potentiellement voir, en fait, sur le moment. Donc, il y a des opportunités, en fait, qui s'ouvrent. Le champ des possibles, du coup,
augmente en fait. Et donc C'est-à-dire, tu as un exemple? bah typiquement je sais pas, automatiser des rapports, des trucs à la con en fait, tout ça en fait, automatiser des rapports, Bonne vieille automatisation. une bonne vieille automatisation, voilà, ça c'est mon gros dada, je fais ça toutes mes journées et dans toute ma vie, et même perso et pro, hein, j'automatise tout. Ma compagne peut le dire, mais enfin on peut en témoigner, et c'est vrai que ouais, bah automatiser des rapports, automatiser je sais pas, des campagnes, enfin voilà, rien que sur Google Ads par exemple, je suis sûr qu'il y a plein de marketeurs qui font du Google Ads qui connaissent pas, enfin peut-être qu'ils ont peut-être déjà regardé, mais sans trop oser faire de l'automatisation, faire des scripts dessus, même si maintenant il y a des interfaces qui permettent de faire ça un petit peu plus facilement, hein. Le monde enfin l'environnement marketing évolue beaucoup depuis 3-4 ans, mais il y a 3-4 ans, il fallait vraiment pouvoir coder un petit peu pour utiliser certains outils. Voilà, je pense à des outils comme Phantom Buster par exemple, il y a 3-4 ans, ça existait pas. Bah maintenant, on peut aller faire des actions sur LinkedIn, etc., avec tous les outils de no-code aussi qui sortent. Et tout ça, c'était pas possible il y a 3-4 ans. Maintenant, c'est un peu plus possible, mais quand même, le côté, genre, avoir des connaissances d'un point de vue technique, code, développement, bah, c'est beaucoup plus facile d'apprendre des outils aussi derrière. Ok, mais surtout, c'est des secteurs qui sont en constante évolution. Ouais, complètement. Ouais, le no-code, enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je suis depuis 2 ans maintenant. Et je vois les outils qui se développent beaucoup. Donc, par no-code, j'entends des outils comme Zapier, c'est du no-code. Vous allez avoir Bubble.io, du Webflow. Il va y avoir du Airtable aussi, beaucoup Integromat. Vous allez avoir l'application pour faire des apps aussi. Comment s'appelle celle-là? Comment ça s'appelle? Je vois, mais pareil, j'ai oublié. Ouais, un truc vert là. Le truc qui fait un whizzing dans le web là, qui est très stylé, mais j'ai oublié le nom. Ouais, voilà. Donc ouais, il y a plein d'apps no-code qui se développent beaucoup. Donc c'est bien parce qu'en fait tout le monde peut s'y mettre. Après, bah faut juste se manger genre les 10 heures de tuto sur l'application pour pouvoir en fait l'utiliser à peu près correctement. Mais en fait, ça c'est comme le code, comme n'importe quelle nouvelle connaissance. En fait, il faut juste se mettre dedans pour apprendre. Mais lire la documentation. Lire la documentation, etc. Surtout commencer par ça maintenant. Je commence toujours par ça maintenant. Une compétence qu'on vous a enseignée à THP. Exactement, ouais. Lire la doc tout le temps, lire la doc. Et du coup, ouais, bah, toutes ces applications, bah, quand on sait coder, quand on a eu certaines problématiques, etc., du coup, on peut les anticiper. On peut voir aussi potentiellement comment l'outil a été développé. Enfin, voilà, on peut aller plus vite en fait dans sa mise en place, ça c'est sûr, quoi. Moi, je vois, quand je vois d'autres personnes qui travaillent aussi en no-code mais qui n'ont pas cette expérience de code, je vais beaucoup plus vite, je suis beaucoup plus vif d'esprit en fait sur la vision des choses, comment mettre en place certaines choses, etc., quoi. Rien que sur les bases de données aussi, ces trucs, ça c'était les cours en fait les plus chiants en fait à THP, parce qu'en fait on savait pas trop à quoi ça servait. Oh bon. Voilà, c'était pas les cours où voilà on passait le plus de temps dans la journée par exemple, mais en fait c'est ultra important. Et en fait je crois que c'est peut-être le truc qui m'a le plus servi en fait depuis THP par exemple. Voilà, chez Apital c'était justement c'était beaucoup en fait de manipulation de données, de bases de données, de réglementation sur l'anonymisation des données, donc avec RGPD en plus maintenant. Nous c'était des données de santé, donc on avait encore plus de choses à faire, on récupérait des flux des hôpitaux, donc c'était aussi que des bases de données partout dans tous les sens. Voilà, en fait un Excel c'est une base de données, donc en fait ça a aussi changé ma vision sur Excel, mine de rien. J'utilise des fonctions beaucoup plus que j'utilise pas avant sur Excel, qui sont encore beaucoup plus efficaces que maintenant. Enfin, plein de petits trucs en fait qui m'ont facilité la vie, pro et perso en fait. Moi le code en fait ça m'a vraiment servi à ça, quoi. Et tu dis perso? Ouais, perso aussi, ouais. Perso aussi, parce que je sais pas, j'ai automatisé mes comptes, mes finances, mes rapports par exemple, voilà, des trucs c'est trop stylé. comme ça, voilà. J'automatise, je regarde un peu tout ce qui est domotique, voilà, genre je sais pas. Domotique? Ouais, domotique, genre là j'étais en train de regarder justement, donc j'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien par exemple en fait, donc maintenant je suis dans un duplex, et donc il se trouve que quand quelqu'un sonne à l'interphone en bas en fait, je suis obligé de descendre pour en fait répondre à l'interphone. J'aimerais bien en fait, exactement, et j'aimerais bien en fait connecter mon interphone avec un petit Raspberry pour je sais pas avoir une notification sur mon portable. En plus il y a une petite caméra, donc voilà, il y a des trucs vraiment sympas et marrants à faire en fait chez moi. Donc voilà, c'est ça. Sur mon portable aussi j'automatise pas mal de choses avec Automate, je crois que ça s'appelle. Enfin voilà, tout le temps des petits trucs à faire, des petites bidouilles, quoi. Ok, donc ouais, des petits projets avec les Raspberry.
Exactement. Ouais. C'est pas trop dur le Raspberry parce que je crois que c'est donc le Raspberry c'est un petit ordinateur de poche, enfin un tout petit ordinateur qui fait des opérations assez simples et automatiser ça c'est pas genre comme c'est un peu du hardware, c'est pas en C ou des langages un petit peu plus bas niveau que Non, pas forcément en C. Je crois que t'as un peu de tout. Enfin, même si ça serait en C, en fait, une fois que tu sais un langage, tu peux bidouiller en fait quelque chose. Coder un Raspberry, genre pour faire un interphone par exemple, ou faire des actions simples, c'est normalement, enfin, ça reste simple. Donc tu prends juste le temps, ça devrait pouvoir le faire tant que t'as pas genre plein de fonctions, etc. Enfin, un logiciel un peu plus complexe que tu peux faire par exemple dans les projets un peu, je sais pas si je peux me comparer, mais voilà. Les projets ATHP à la fin, de fin, bah, c'était un peu plus complexe. T'avais plein de pages de code, etc. Pour un petit Raspberry, pour faire quelques actions. Voilà, c'est genre, t'as un signal, t'as une entrée, t'as un signal, tu le renvoies sur un autre signal qui est en Wi-Fi, ton portable est en Wi-Fi, donc du coup, il reçoit ce signal, c'est ce genre de choses-là. Et encore une fois, il y a plein d'outils en fait maintenant qui sont disponibles pour aussi rendre plus accessible tout ce qui est développement autour du Raspberry maintenant. Bon, ben c'était trop cool ces petites expériences perso là sur la domotique. Et donc, tu as quitté Habital il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu fais depuis ? Ouais, c'est ça. Du coup, après avoir quitté Habital, du coup, en fait, je me suis lancé en freelance. Donc, en fait, il y a quelques mois maintenant. Donc, je me suis mis en freelance, opportunité. Et donc, en fait, là, je travaille avec une agence. Je suis en train de monter en fait une offre de gros hacking en fait avec eux pour, en fait, tout simplement aider. Donc, là, on vise plutôt les ETI, les PMI en fait pour pas faire de la transfo digitale, mais en fait pour leur ouvrir des canaux digitaux. Donc, en fait, ça va être des entreprises qui sont plutôt, voilà, typiquement avec le Covid, toutes celles qui avaient des forces de frappe commerciales sur le terrain, qui sont un peu plus limitées maintenant et qui vont continuer d'être limitées maintenant. Dans le futur, en fait, ils ont besoin d'ouvrir certains canaux digitaux. Donc, ça peut être du Google, du Facebook, de l'email, enfin tout ce genre de choses. En fait, donc nous, on va aider à leur ouvrir ces canaux-là. Du coup, je donne des cours aussi. Donc ça, je continue de donner des cours parce que ça fait maintenant 4 ans que je donne des cours. Tu donnes des cours ? Ouais, je donne des cours. Je crois que j'avais même donné, alors pas un cours, mais je crois que j'avais fait une présentation justement de gros hacking à THP à ce moment-là. Ah mais oui, je m'en souviens. T'es trop stylé ta présentation. Ouais, je l'avais fait, j'étais revenu plusieurs fois, etc. Du coup, j'avais commencé en fait à donner des cours il y a 4 ans, justement dans mon MBA en fait, où j'avais fait ma propre formation. Donc maintenant, je suis propre dans la formation qui m'a formé. Donc c'est quand même plutôt cool. Retour aux origines. Exactement. Et donc du coup, je donne des cours de gros hacking. Donc c'est les retours sur moi ce que j'ai appris en fait dans mon expérience pro, ce que j'ai appris sur le terrain. Au fur et à mesure de mes années aussi, j'en apprends de plus en plus. Donc je change aussi mes formats et puis le monde du growth en fait change aussi. Un gros hacker il y a 4 ans, c'est plus le gros hacker qu'il y a aujourd'hui. Du coup, donc je donne des cours donc au MBMCI, j'en donne aussi. Donc ça va être des profils soit en fait en reconversion professionnelle, soit des profils qui font du marketing digital. Là, depuis 1 an et demi maintenant, je donne aussi des cours à des développeurs, donc dans des formations de développeurs, donc pour faire justement donc la passerelle en fait, elle se fait dans les deux côtés. C'est pour ceux qui sont en marketing, qui veulent s'ouvrir peut-être un peu plus sur le dev, mais aussi des devs qui veulent peut-être un peu s'ouvrir sur en fait mon dev en tant que dev, je pourrais faire aussi ce genre de choses. Du coup, il y a l'élève dépasse le maître. Exactement. Et donc du coup, je donne ces cours-là. Et c'est très enrichissant parce qu'en gros, donner le cours, pour ceux qui aiment ça, moi en tout cas, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça et en plus, je suis pas mauvais. On dit que je suis plutôt pédagogue, donc ça c'est top. Et surtout, moi, ce que je retrouve là-dedans, en fait, c'est enseigner. C'est vraiment genre la dernière étape pour consolider en fait une connaissance. À partir du moment où tu es capable d'enseigner et que les gens comprennent en fait ce que tu expliques, c'est-à-dire que tu maîtrises vraiment le sujet et que tu peux avancer. Donc ça rassure aussi dans ses compétences, quoi. Comme dirait si bien Sénèque, c'est un enseignant que l'on apprend. Exactement, voilà, Sénèque. Voilà, je sais pas trop le citer, mais effectivement, Sénèque le dit mieux que moi. Ouais. T'inquiète, avec le peer learning à THP, on cite très souvent Sénèque. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Typiquement, Sénèque, c'est vrai que moi, je me rappelle pendant PHP, en fait, j'avais peut-être un peu plus de facilité que certains. Pour coder, en tout cas sur certains exercices, pas sur tous, mais je me rappelle, il y a des après-midi en fait, j'avais fini avant tout le monde, en fait, je passais mon après-midi à résoudre en fait les erreurs des autres. L'esprit THP. Exactement. Je t'envoie des cœurs pour tout non ça. seulement je les aidais, mais en fait je m'aidais aussi moi-même, parce que du coup en fait je suis tombé sur des erreurs que moi j'avais pas eu, donc en fait j'apprenais en fait en même temps. Et ça, du coup, après j'ai gardé cet esprit-là, donc même maintenant quand je donne des cours, j'essaie d'avoir un petit peu l'entraîne, de donner des réponses, mais pas tout aussi. Donc j'ai essayé de garder un peu cet esprit-là aussi. Et est-ce que tu as des plans pour le futur ?
Écoute, des plans futurs déjà, donc ouais, continuer avec cette agence-là, je pense que ça va être une nouvelle aventure, je pense que ça va être très intéressant aussi. Mais après, dans le futur un peu plus lointain, donc moyen et long terme, moi, il y a tout ce qui est hacking, donc ouais, cybersécurité, etc. Ça m'attire pas mal en fait. Ça Style me fait un Bureau peu, des légendes. Ah, exactement, ça me fait bien kiffer, et puis en plus, c'est bien porteur comme marché. Mine de rien, il y a beaucoup de demandes, il va y en avoir de plus en plus. Je pense que c'est aussi des métiers en fait qui vont un peu plus se diversifier au même titre que le marketing s'est diversifié, je pense, ou qui vont s'ouvrir un petit peu plus. Et ça change beaucoup, et en fait de plus en plus je me renseigne, de plus en plus je vois que y a pas besoin de savoir vraiment être un grand développeur pour savoir potentiellement faire de la cybersécurité. Alors oui, il faut savoir développer, il faut savoir avoir quelques petites compétences en fait de base, mais d'ailleurs en fait c'est plutôt plus de la curiosité et savoir en fait chercher les informations que vraiment coder. En fait ça, moi c'est ça que je fais en fait, c'est là où moi je suis bon et c'est ça que j'aime faire. Donc moi c'est quelque chose que j'aimerais bien potentiellement approfondir dans les prochaines années. Et voilà. Donc, de growth hacker à The Hacking Project à hacker. Exactement, donc un vrai hacker à la fin. Je pourrais enfin avoir le vrai titre de pirate. Le pirate. Exactement. Mais c'est vrai que au final, ce sont des secteurs qui sont assez proches. Le côté aller chercher peut-être la faille, chercher l'information pour pouvoir mieux l'utiliser en quelque sorte. C'est ça en fait. Un gros hacker, en fait, le côté hacker c'est vraiment pour le côté technique, mais un hacker en fait, c'est genre hacker quelque chose, c'est avoir une entité qui a une utilisation, et en fait c'est détourner cette utilisation pour en faire quelque chose d'autre. Donc faire du growth hacking pour faire des techniques de growth hacking, c'est ça. Un hacker en fait c'est ça, et du coup c'est ça qui est intéressant en fait, c'est déjouer le système pour faire quelque chose de nouveau avec ce que tu as déjà, etc. Donc c'est que de la transformation, etc. Donc c'est très intéressant, quoi, parce que du coup ça va bien au-delà de ton propre domaine en fait qui est le marketing, mais tu es obligé de savoir un peu du produit, de l'UX, de savoir comment fonctionne quelqu'un en fait. Enfin voilà, c'est très très large, quoi. Et pour filer encore plus la métaphore du hacking, The Hacking Project, c'est parce que c'est un projet qui hack l'éducation en proposant des formations en alternatives. Eh bien, très bien. Peut-être une dernière question. Quel conseil pourrais-tu donner à des personnes justement qui seraient intéressées par cet univers-là ? Allez-y, testez en fait. C'est un univers en fait qui est très accessible, contrairement à plein d'autres. Je veux dire, si on est intéressé par le coding, en fait, suffit d'ouvrir une feuille, d'apprendre à coder et voir en fait si ça nous plaît. Contrairement à, je sais pas, avocat, avant de faire vraiment le métier d'avocat, il faut quand même attendre un petit peu pour savoir vraiment si ça nous plaît, par exemple. Donc ouais, c'est vraiment en fait très accessible. Il faut pas avoir peur et vraiment juste mettre les mains dedans et y aller en fait. Donc il y a pas trop de secrets. Donc voilà, et puis surtout être régulier. La régularité, je pense que c'est quelque chose qui fait ce qui fait de quelqu'un un bon développeur en fait sur le long terme. Moi c'est potentiellement, moi en tout cas j'ai vu que j'allais pas pouvoir devenir développeur, et en plus j'en avais pas le souhait, mais parce que j'avais pas eu la régularité justement de continuer à coder, etc. régulièrement, et de rester curieux en fait sur cette thématique. Eh bien super. Merci beaucoup Quentin d'avoir pris le temps avec moi de expliciter ton parcours, ton aventure, tes chemins de vie. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Et puis je te souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Très bonne soirée, à la prochaine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.